Alors, le Conseil d'État, par une décision du 3 novembre, a autorisé l'Institut Gustave Roussy, qui est situé dans le Val-de-Marne et qui est un grand spécialiste, institut de cancérologie, à interrompre le traitement d'un patient plongé dans le coma qui s'appelle Chaban Tebboune, alors que sa famille, elle, s'opposait à cette décision et avait préalablement, d'ailleurs, déjà obtenu gain de cause de la justice. Alors, justification du Conseil d'État: les graves lésions neurologiques dont Chaban Tebboune est affecté présentent un caractère irréversible. Voilà. Et comme je l'ai dit, la famille de M. Tebboune s'oppose, elle, au choix des médecins de cet institut Gustave Roussy. Donc, ce choix d'interrompre la ventilation mécanique du patient qui finalement lui permet aujourd'hui de survivre. Mais il est, comme vous le savez, dans le coma. Il n'est pas mort et pour le moment, sa situation ne se dégradait pas. Voilà donc une décision qui pose de grandes questions et pour laquelle je suis très heureuse de retrouver Jean-Frédéric Poisson. Bonjour à vous. Bonjour Clément Jacob, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que Merci vous à êtes vous. président de VIA, la Voix du Peuple, pardon, également philosophe. Jean-Frédéric Poisson, évidemment, c'est un sujet que vous suivez depuis très longtemps, toute cette question euthanasie, fin de vie. Et là, c'est une nouvelle décision du Conseil d'État qui marque, encore une fois, un peu plus le chemin vers une forme d'euthanasie, vers une fin de vie, on va dire, accélérée. C'est-à-dire, on est d'abord dans une situation qu'on pourrait appeler un cas limite. Euh, C'est-à-dire ceux précisément que la loi ne traite pas bien, parce que par définition, quand on est dans un cas très exceptionnel, les lois qui sont faites pour des situations générales ne collent forcément pas très bien. Deuxièmement, on est dans un cas conforme à celui qu'a connu il y a quelques années ce pauvre Vincent Lambert, Oui. qui était, de ce que j'en comprends en tout cas, et sous bénéfice d'inventaire, parce que je n'ai pas lu le texte du Conseil d'État, et qui, au fond, dans une situation dans laquelle les médecins considèrent qu'ils peuvent arrêter les traitements au nom du fait que l'obstination déraisonnable n'est pas légitime et qu'elle n'est pas, comment dire, qu'elle n'est pas raisonnable, au fond, c'est précisément le nom qu'elle porte, et puis la famille qui dit, bah, tant qu'il n'est pas mort pour de vrai, d'une certaine manière, un espoir subsiste. Et donc c'est ce conflit entre, d'un côté, la prudence et l'art médical qui peut se tromper, et d'un autre côté, la famille et l'émotion familiale et l'amour familial qui lui aussi peut comment dire connaître sur le plan rationnel des choses qui sont pas exactement dans le réel au fond. Et c'est cette confrontation des deux logiques, la question de savoir à qui il faut donner raison. Ouais, bah oui. C'est toute la question. Et là, la loi dit, et le Conseil d'État juge en droit, la loi dit que deux choses. La première, c'est qu'encore une fois, on a le droit d'arrêter des traitements lorsque euh, il est acquis que la situation du patient ne s'améliorera pas, qu'il ne guérira plus et que il est dans une situation, comment dire, mortelle à court terme et que plus rien ne sert à rien. Donc à ce moment-là, on peut arrêter de lui administrer les traitements. Euh, mais la loi dit aussi que lorsque le patient écrit des directives anticipées, ça a l'air d'être le cas ici, puisque Monsieur Tebboune avait écrit des directives anticipées en expliquant que Oui. il fallait à toute force le maintenir en vie et qu'il n'accepterait aucune espèce de réduction de son temps de vie d'une certaine manière. Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce sens-là, Ce ce qui qui, est plutôt rare. oui, absolument, absolument. Mais ce qui est, et je crois comprendre dans l'article que j'ai lu de vos confrères du journal Le Monde Mhm. que, en réalité, le Conseil d'État n'a pas tenu compte Oui, de cette directive anticipée parce que les médecins l'ont connue trop tardivement. Alors oui. ça, c'est assez curieux comme argument parce que c'est ça qui m'interroge beaucoup. Je vous lis Euh, l'article du Monde sur ce sujet, oui, mais selon le Conseil d'État, donc on parle bien des, comment on appelle ça, des directives anticipées de M. Tebboune. Selon le Conseil d'État, elles ont été présentées trop tard aux médecins et de toute façon ne pouvaient s'appliquer à une situation aussi désespérée. oui. C'est toute la difficulté du problème, ma chère Clémence. C'est pour ça que cette réflexion, cette situation m'inspire deux réflexions. La première, c'est que euh, on ne réglera jamais de manière négociée, si j'ose dire, ou de manière consensuelle, un conflit entre d'un côté l'expression de l'art médical qui, d'une certaine manière, doit être déconnectée de toute forme d'affect ou d'affection, et qui doit juger en lucidité, d'une certaine manière, avec un réalisme très froid, c'est le propre du diagnostic, hein.
d'un côté, d'un autre côté, l'affection de la famille qui, à un moment, enfin, certaines familles, en tout cas, c'est pas le cas de toutes, mais certaines familles qui peuvent considérer que le diagnostic n'a aucune importance et que ce qui compte, c'est l'amour et l'affection. Vous ne pourrez jamais régler la tension entre ces deux attitudes parce qu'évidemment, elles sont faites pour s'affronter. Oui. La loi française, elle a voulu donner quand même cette possibilité aux médecins d'arrêter les traitements sans être inquiétés par les tribunaux, sans être pénalisés, sans être accusés d'être des criminels. Et depuis 2005, l'obstination déraisonnable est considérée comme quelque chose comment dire, enfin, il est admis que quand il n'y a plus rien à faire pour un patient, eh bien, le fait d'arrêter des traitements n'est pas criminel, n'est pas coupable. Hmm. Et nous sommes bien dans cette situation, mais alors qui a raison? Est-ce qu'on est dans une situation d'obstination déraisonnable en continuant les traitements? Est-ce que la situation de ce patient, de M. Teboul, est, effectivement irréversible? Est-ce qu'il n'y a plus rien à espérer? Est-ce que la famille considère que, bah non, qui a raison? Comment peut-on savoir de là où nous parlons, vous et moi, ma chère Clémence? Je n'en sais rien. Il faut être médecin traitant du patient pour le savoir, et je ne le suis pas. Donc je constate malheureusement que, euh, une fois encore, c'est la conclusion que je pourrais tirer à ce stade. J'ai l'impression que vous avez raison, en tout cas, dans l'introduction que vous avez faite sur le sujet. Euh, cette situation va certainement servir à renforcer la mécanique euthanasique qui est à l'œuvre dans notre pays. Et il est malheureux que M. Teboul en soit d'une certaine manière un instrument à son corps défendant. Oui, parce que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi. Alors d'abord, dans l'arrêt des soins, il y a peut-être aussi quelque chose à éclairer, c'est que c'est flou, on ne sait pas de quoi on parle. Mais si on citait l'écho à l'affaire Vincent Lambert, il s'agissait d'une ventilation et d'une façon d'alimenter Vincent Lambert. Si c'est la même chose, c'est pas vraiment du soin, c'est pas de l'acharnement, c'est seulement nourrir une personne. Et la ventilation, bon, Ah bah est-ce que la ventilation est considérée comme de l'acharnement? alors, en principe, non. Mais c'est tout le problème de la loi Claes-Leonetti de 2016. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai voté contre. Euh, Le traitement, c'est une chose, le soin, c'est autre C'est chose. ça, exactement. Le Mais là, traitement, c'est ce qui permet de guérir, et le soin, c'est ce qui est dû en tout état de cause à un patient, c'est-à-dire le soin, c'est le fait de vous nourrir, de vous donner à boire, oui, enfin, de un faire vos patient toilettes, ou à tout homme, en fait, dans une vous couper société. les Oui. ongles, etc. Oui. Enfin, voilà, ce sont des actes banaux Mm. de la vie quotidienne. Bon. Or, le problème, c'est que si vous arrêtez les traitements et que, enfin, quand vous êtes sous protocole, par exemple, ce qui est le cas pour beaucoup d'affections de longue durée, il y a un protocole médicamenteux qui s'arrête parce que vous ne pouvez pas guérir, et à ce moment-là, bah, quand il s'arrête, on sait que la mort s'approche, et à ce moment-là, on provoque ce qu'on appelle, on peut en tout cas provoquer ce qu'on appelle l'endormissement du patient, ça s'appelle la sédation profonde, irréversible ou non d'ailleurs, mais enfin, il y a un moment, elle peut être irréversible, et puis on l'endort. Et pour que ça marche, il faut arrêter de nourrir et d'hydrater. Sinon, le fait de continuer de nourrir et d'hydrater, bah, ça retarde l'effet, pour ne pas dire que ça minimise l'effet de la sédation. Donc, en fait, la sédation, elle existe au prix de quelque chose qui est une forme de mauvais traitement, pour ne pas dire un mauvais traitement réel, comment dire, du patient. Alors maintenant, il faut savoir si la ventilation, dans ce cas-là, est un confort ou si c'est ce qui maintient artificiellement en vie Monsieur Teboul. Si c'est ce qui maintient artificiellement en vie Monsieur Teboul, alors le fait d'arrêter, Mm. le fait de continuer relève effectivement de l'obstination déraisonnable, parce que si, euh, comment dire, Monsieur Teboul ne vit plus que grâce à ça, euh, on peut se demander effectivement quelles sont ses chances de retrouver une vie même consciente ou normale, parce que quand on ne vit plus qu'avec le support d'une machine, effectivement, on peut considérer, mais là encore, je ne suis pas médecin, et je ne connais pas le détail, mais ce que j'en comprends en tout cas d'où je suis, si vous ne vivez plus qu'à l'aide d'une machine, bah, c'est Bah, probablement que oui et non, parce que, il y a... pardon, il y en a beaucoup qui sont vivants, même dynamiques, je veux dire, actifs, qui vivent à l'aide d'une machine. Oui, mais ils ne sont pas dans le commun. Ah oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas un élément caractérisant de dire c'est parce qu'on vit avec une machine ou pas. Oui. Bah si, ça dépend ça dépend si vous avez un appareil à ventilation qui vous aide à respirer, parce que Mm. vous avez besoin de ça pour respirer, mais que tout le reste, vous le faites tout seul,
Ça n'est pas la même chose que d'être dans le coma et comment dire, de ne rester en vie que parce que parce que Oui, vous n'êtes plus capable de respirer tout seul. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent dans l'examen des circonstances et dans le regard qu'on porte sur ces situations matérielles particulières, parce que un système de ventilation d'un patient à l'autre, c'est pas la même chose. comment Oui. dire, non, ça n'est pas la même chose, même si ça s'appelle ventilation. Ouais. Et alors, pour revenir sur ce que vous expliquez sur la sédation profonde, finalement, la sédation, c'est l'arrêt de l'alimentation et de la ventilation, justement. Mais oui, alors la ventilation, pas forcément, puisque tous les patients ne sont pas forcément ventilés hein, Hmm. quand ils sont sur le lit de douleur, mais quand on pratique la sédation terminale profonde, il y avait un article d'ailleurs dans la proposition de loi Claes-Leonetti sur le sujet qui disait qu'on pouvait arrêter les traitements. On avait le droit aussi d'arrêter les soins, et le fait d'arrêter les soins ne pouvait pas être considéré comme une faute. C'est ce qui m'a conduit en particulier à voter contre Oui. cette proposition-là, parce que c'est un acte de maltraitance objectif. Alors on me dit, bah oui, mais ils sentent rien, ils s'en rendent pas compte, etc. Je dis, écoutez, n'allez pas trop vite avec ce que peuvent ressentir ou connaître ou savoir les patients qui sont dans le coma, parce qu'en fait, vous n'en savez rien et moi non plus. Hmm. Et de toute façon, même quand vous dormez, on peut pas vous traiter de manière incorrecte en général. Enfin, de l'humanité, ça veut dire aussi ce genre de choses-là. Donc on est ici à des frontières de toute façon, Oui. extrêmement difficiles à appréhender et que la loi traite mal parce que Que la loi en traite dehors mal et du... donc la décision du Conseil d'État pour avoir votre décision, enfin votre avis. D'abord, il faudrait, pour vous dire les choses directement, ma chère Clément, il faudrait que je la lise pour vous dire un avis, Oui, parce que je n'ai pas lu la décision. Et vous voyez, notre conversation nous indique aussi que il y a beaucoup de choses qui relèvent du détail dans et de la précision presque chirurgicale, c'est le cas de dire. oui, Moi, je pense que je peux imaginer qu'elle soit fondée, quelle que soit la douleur que ça provoque à la famille, que j'entends, que je comprends, mais je peux imaginer qu'elle soit fondée. Ce que je crains en revanche, c'est que chaque, euh, décision ou jurisprudence, oui. chaque issue judiciaire, merci, c'est ça, chaque issue judiciaire de ce genre de situation renforce la mécanique euthanasique dans laquelle nous sommes engagés et malheureusement qui aboutira, comme vous le savez, sans doute dans le courant de l'année prochaine. Alors, si on a encore un gouvernement, un chef de l'État, enfin, si tout ça tient Ça, c'est encore debout, possible. parce que Oui. tout ça est très aléatoire. On n'a pas évoqué ce sujet ce matin, on pourra le faire à l'occasion, mais là, on est dans l'incertitude. En attendant, le texte de loi arrive au Sénat en janvier. Hmm. Budget, vous voulez dire, oui. Donc le débat va continuer. Non, 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 je parle Ah, du texte sur la fin de vie. Oui, oui. Le texte sur la fin de vie, il arrive au Sénat en janvier. Il reviendra à l'Assemblée nationale, s'il reste une Assemblée nationale au printemps prochain, probablement. Et donc, voilà, on a encore 6 8 mois d'activité et de débat sur cette question. Difficile. Oui, eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été justement très nuancé sur ce sujet grave et important de toute façon pour nous tous. Merci Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes Merci président à vous. de VIA, la voix du peuple.